Bonjour à tous, les élections c'est terminé, il n'y aura pas de bug pour les experts. Nous sommes de retour cette semaine avec Karim Fadoul pour La Capitale. Joli, bonjour à tous. Nicolas Nézy pour Métro, bonjour. Bonjour. Nous avons Guy Bernard pour La Dernière Heure. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Marc Debonte représentera la rédaction de Télé Bruxelles. Bonjour à tous. Et Marcel Sel, chroniqueur indépendant et auteur d'un blog, est avec nous. Blog sans bug, je précise, bonjour. Blog sans bug également. Nous allons évidemment parler essentiellement des élections au cours de cette émission. Nous parlerons également de ce qui s'est passé le week-end dernier au musée juif. Mais on va donc commencer avec le lancement des négociations. C'était en milieu de semaine, avec déjà une première précision. On va commencer par le fédéral. Première précision signée Elio Di Rupo. Écoutez bien, c'est très court. D'abord, ce qui a changé, c'est que les questions communautaires ne sont pas à l'ordre du jour. Et donc, ce qui est à l'ordre du jour, ce sont les questions économiques et sociales. Donc, les questions économiques et sociales et plus de questions communautaires. Qui y croit autour de cette table ? Mais ce qui est peut-être intéressant de savoir, c'est ce n'est plus à l'ordre du jour de qui. Parce que ce que M. Di Rupo ne me dit pas, c'est est-ce que c'est Bart De Wever qui ne met pas à l'ordre du jour ce genre de questions, ou bien c'est le Parti Socialiste qui ne met pas ceci à l'ordre du jour. C'est pas très clair dans la discussion. Parce qu'à partir du moment où Bart De Wever dirige les discussions et où est autour de la table, comme son parti lie le socio-économique et le communautaire, on ne peut pas faire l'un sans l'autre tant que la NVA est là. Il semble quand même que Bart De Wever a posé une douzaine de questions aux interlocuteurs qu'il a vus cette semaine dans les salons du Sénat, qu'il n'y a pas eu de questions réellement communautaires. Est-ce que, Marc Debonte, vous étiez sur place, vous confirmez que c'est ce qu'on raconte ? C'est ce qui se dit. Maintenant, est-ce que tout le monde dit la vérité ? On sait que c'est souvent... Il a davantage fait campagne sur le socio-économique, et notamment sur les questions liées à l'immigration. Très peu, au moins en tous les cas, sur le communautaire. Et puis il s'est profilé, souvenez-vous, peu avant les élections, il a dit « je souhaite également diriger le gouvernement, devenir Premier ministre ». Et quand on dirige un gouvernement, généralement, on met un peu de côté ces velléités les plus rudes et les plus dures, celles en tout cas qui peuvent crisper en face. Donc ça peut... Ça me semble crédible, mais bon, il faut voir aussi. Le communautaire on peut chasser le communautaire et puis revenir au galop. Alors, Bart De Wever, Guy Bernard, il est en bonne posture pour débuter ces négociations ? En bonne posture. Ce qu'il y a de certain, apparemment, c'est qu'aujourd'hui, le communautaire n'a pas été à l'ordre du jour. Mais est-ce qu'on peut légitimement supposer une seconde qu'il ne le sera, entre guillemets, jamais ? Ça, c'est autre chose. Je veux dire, le paradoxe de l'homme qui mène un parti qui ne rêve que d'une chose dans la scission du pays et qui en même temps est nommé formateur est toujours présent. Donc, Marcel Sel, est-ce que Bart De Wever travaille pour réussir ou il travaille pour ne pas refuser le poste qu'on lui a offert ? C'est difficile de le dire à sa place. En tout cas, ce qu'il a, c'est qu'il n'a aucune carte à jouer pour le communautaire non plus, puisqu'il ne peut pas avoir de majorité des 2/3. Donc je ne vois pas ce qu'il peut vraiment faire au niveau communautaire, au niveau fédéral, pour faire avancer les choses. Et puis j'avais envie de dire, évidemment, il ne pose pas de questions sur le communautaire, parce que les réponses en face, elles sont non d'office dans tous les partis, y compris le CDNV et l'OpenVLD et le SPR. La seule marge de manœuvre, dans un premier temps, en tout cas, c'était de mettre le communautaire de côté. Ouais. Alors on va voir quelques images des consultations, pendant qu'on parle, consultations qui ont été lancées par le roi Philippe. Est-ce que ça a été un peu plus rapide que prévu? Est-ce qu'on peut dire ça, qu'on a un peu pris les négociateurs de vitesse pour une fois? Je pense que c'est plus rapide que jamais. Oui, le roi avait la volonté de ne pas laisser traîner les choses. Il y a en effet une guerre des timings. On voit que les autres partis que l'ANVA veulent aller très vite, notamment sur le fédéral, pour prendre de court Bart De Wever sur les négociations flamandes. Et lui aussi peut tirer un avantage de tirer un petit peu plus en longueur les négociations fédérales. On sait qu'il doit remettre rapport donc, le 3 juin, un rapport intermédiaire au roi. Il peut encore faire durer les négociations pour montrer où, à ses électeurs, vous voyez, ça ne marche pas encore une fois quand les autres partis comme le PS sont autour de la table. Et voilà, donc c'est une guerre des timings qui se fait. Le roi a pris De Wever de court en allant, comme le disait Marc, plus vite que jamais. Moi, j'ai eu un peu l'impression que c'était un peu un fardeau, cette mission pour Bart De Wever, parce que pour y avoir assisté, en tout cas dans la coulisse,
Ça a duré une journée. Il a reçu le strict minimum, c'est-à-dire les partis francophones. Il a même pas reçu les flamands. Oui, il les avait reçus la veille, mais en tant que négociateur. Oui, mais en termes d'image, clairement, il n'a pas reçu les flamands au fédéral, quoi. Donc, il y a quelque part, il a fait le strict minimum, voilà, ça s'est fait. Et après, il est sorti sous sa tente. Il met une négociation en parallèle, celle pour le gouvernement flamand et celle pour le gouvernement fédéral. Mais il s'est fait avoir à son propre jeu, parce qu'il a dit dans tous les débats en Flandre que dès le 26, il allait lancer un gouvernement fédéral. En gros, on a l'impression qu'il disait, le 26, vous avez un gouvernement partout. Et finalement, le roi n'a fait que ce que lui a demandé, quelque part, c'est de lui donner la mission tout de suite. Côté francophone aussi, ça s'accélère, puisqu'on annonçait le début des négociations régionales à Bruxelles et en Wallonie lundi, et finalement le PS a enclenché la marche hier en consultant les partis francophones. Donc on sent que tout le monde veut aller vite, et c'est vraiment la guerre des timings. Ouais. Une question encore. Est-ce que on peut se passer d'un parti qui est le premier parti néerlandophone en progression, net vainqueur des élections, plus gros groupe à la Chambre? Est-ce qu'on pourra au final le laisser sur le côté? C'est ce qui s'est passé la dernière fois. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. Mais ça a pris 540 jours pour qu'on y arrive. Et finalement, on a mis en place un gouvernement, je dirais, alternatif. Ouais. Est-ce qu'on est vraiment dans la réédition du même scénario? En tous les cas, il a la même mission. Il a eu cette mission-là. Bart de Wever a eu la même mission il y a 4 ans maintenant. Ça va durer 2 semaines à l'époque. Exactement. Et donc, pourquoi pas? Je veux dire, c'est... c'est trouver une majorité. La majorité, c'est 50 plus 1. Voilà. Même s'il y a des perdants dans la majorité. Même s'il y a des perdants dans la majorité. Mais psychologiquement, ça risque d'être difficile. Non, mais il y a quelque chose qui se passe maintenant, qui ne s'est pas du tout passé à l'époque. C'est que dans la presse flamande aujourd'hui, par exemple, Bart Sturtewagen dans De Standaard expliquait qu'il avait perdu les cartes, Bart de Wever, et que ce qu'il aurait pu faire en 2010, eh bien, il ne peut plus le faire maintenant parce que, justement, l'effet de surprise a disparu et que si on a pu gouverner sans l'ANVA avec un gouvernement qui, en Flandre, avait une minorité, aujourd'hui, la tripartite a une majorité en Flandre. Donc, il a brûlé ses cartes et je pense que ça va permettre plus facilement au CDNV de se détacher de l'ANVA et même si aujourd'hui, ils ont une posture un peu... Une dernière question peut-être pour Marcel Sel. Vous avez écrit sur votre blog que des extrémistes flamands, des nationalistes préparent une marche le 1er août sur Bruxelles. C'est plus confus que ça. Au départ, ce sont des citoyens qui ont lancé une action de marche sur Bruxelles pour imposer la NVA au gouvernement. Donc si la NVA n'est pas dans un gouvernement, ils menacent de marcher sur Bruxelles. Voilà, c'est une menace qu'on va prendre au sérieux ou c'est juste quelques olubrius sur une page Facebook? Non, il y a 10 000 personnes qui s'étaient inscrites. Là, ça augmente. Il y a à peu près 1000 personnes de plus par jour qui sont inscrites. Il y a des gens de la NVA qui se sont inscrits aussi. C'est là que le problème se pose. Et puis, il y a le Talaxi-Comité et le Vlaamse Volksbeweging qui ont été manifestés hier, justement en parlant donc en protestant contre les sièges meilleur marché, soi-disant côté francophone que côté flamand. Ce qui est une rumeur totalement infondée, hein, on est bien d'accord. On peut en discuter sur quelques pourcents, mais sinon c'est infondé. Oui. Alors on va accueillir nos invités politiques. Il s'agit de Jacques Brocchi et Mirkir. Donc voilà, Jacques Brocchi, réélu député bruxellois pour le MR, et Mirkir, élu à la Chambre pour le Parti Socialiste. Bonjour à tous les deux. D'abord sur ce qui vient d'être dit jusqu'à présent, Bart de Wever, il travaille pour réussir ou il travaille pour ne pas échouer? On ne sait pas, c'est lui qui le sait. C'est lui qui le sait. Manifestement, il ne parle pas trop d'institutionnel à l'extérieur. Est-ce qu'il aura tiré les enseignements de ce qui s'est passé il y a quelques années? Je n'en sais rien, mais on se rappelle encore de son discours du soir des élections, où il disait qu'il y avait un gouffre entre la démocratie en Flandre et en Belgique. Il n'y a pas du côté francophone un parti séparatiste, donc c'est difficile d'avoir, je dirais, une similitude entre la Flandre et la Belgique quand on a d'un côté en Flandre un parti minoritaire dominant qui veut la fin de la Belgique. Jacques Brocchi. Mais je pense qu'il est difficile de tirer des conclusions à l'heure actuelle. Il est tout à fait normal que le roi ait confié la mission d'information à Bart de Wever, puisque c'est le premier parti de Flandre, c'est lui qui a gagné les élections. Il est donc normal qu'il soit chargé de cette mission d'information.
Que va-t-il en tirer? Quelles vont être ses conclusions mardi? C'est difficile de le dire à l'heure actuelle, mais on se rappelle tous quels ont été ses discours, et ces discours n'ont pas été ceux d'un futur Premier ministre de la Belgique. Alors il y a peut-être une question qu'on va vous poser à tous les deux. En fin de campagne électorale, tant le Parti socialiste que le mouvement réformateur ont affirmé avec force qu'ils n'entreraient pas dans un gouvernement avec Bart De Wever, que ce n'était pas un allié potentiel ni pour l'un ni pour l'autre. Est-ce qu'on est toujours dans cette posture ou est-ce qu'on commence à discuter programme et on peut dire aujourd'hui ça va peut-être dépendre effectivement de ce qu'il y a réellement sur la table? Je pense que sur le fond, rien ne changera. Rien ne changera. Même si on ne parle que du socio-économique. Mais si sur le social, par exemple, le but est de casser la sécurité sociale, on ne parle plus. Donc sur le fond, les revendications du Parti socialiste, ou en tout cas nos arguments de campagne, resteront intégralement d'application. Sur le plan socio-économique, il faut reconnaître qu'il y a quand même des points de convergence, mais pas seulement avec la NVA, mais également des points de convergence avec le FDF. Donc sur le plan socio-économique, nous ne sommes pas isolés, mais il est évident que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Émile Keir. Il est hors de question de scinder, de casser la sécurité sociale et de scinder notre système de soins de santé qui fonctionne très bien. Est-ce que ça veut dire que l'exclusive perdurera, pour utiliser un néologisme, ou bien est-ce que ça peut... Est-ce que vous allez tenir 540 jours dans cette posture? Mais je crois que le pays a maintenant l'expérience de la dernière élection. Personne ne veut vivre ce calvaire et être... je dirais, la risée un peu de l'Europe et du monde. Je crois qu'il faut lui laisser sa chance. Je pense que Peters a bien joué du côté du CDNV en disant c'est la responsabilité de Bart De Wever. Je crois que le roi a eu beaucoup de discernement en ne laissant pas patauger un peu le pays dans quelque chose, en donnant tout de suite cette responsabilité de faire ce travail d'information. Maintenant, c'est maintenant qu'on va voir ce qu'est Bart De Wever en tant que dans cette nouvelle mission avec cette expérience du passé. Est-ce qu'il a une crédibilité malgré ce passé? Mais en dehors de la légitimité des élections. Ce qu'on pourrait reprocher aux partis traditionnels, au PS, au MR et à d'autres partis en Flandre, partis traditionnels, c'est de ne pas entendre aussi l'électeur flamand. L'électeur flamand a donné une petite minorité dominante aux nationalistes flamands. Voilà, à eux à voir ce qu'ils veulent faire avec ça. Mais on n'attendra pas, je ne pense, comme la dernière fois. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a d'autres possibilités, d'autres scénarios qui sont possibles. Maintenant, laissons De Wever faire son travail. Jacques Brochet, ça veut dire qu'on est en train d'essayer d'user Bart De Wever? Je ne sais pas, mais je crois qu'il faut lui donner sa chance. On la lui donne, à lui de voir s'il la saisit ou à lui de voir aussi s'il se rend compte qu'il ne peut pas remplir cette mission. Et il y a d'autres possibilités, évidemment, en termes mathématiques. À l'heure actuelle, la NVA n'est pas incontournable. Donc, il suffit de voir les chiffres en Flandre, mais encore une fois, c'est une question de susceptibilité, c'est une question de relation aussi entre les présidents de parti. Aujourd'hui, il est trop tôt que pour tirer des conclusions. La seule chose moi je sens, c'est une volonté en tout cas de partout de ne pas traîner et d'avancer. Alors, ça c'est pour le fédéral. On va aussi s'intéresser dans cette émission à ce qui se passe au niveau de la région bruxelloise et puis au niveau de la fédération Wallonie-Bruxelles. Les négociations ont commencé hier vendredi et en début de semaine déjà, Lorette Onkelings donnait une indication assez claire sur le type de programme qu'elle entendait mettre en œuvre, les formatrices pour le Parti socialiste à Bruxelles, et aussi sur le timing qu'elle entendait respecter. On ne va pas traîner, je prends des contacts pour le moment pour qu'il y ait aussi un parallélisme avec le tempo décidé pour la région wallonne. Donc là c'est Paul Magnette qui fera le même travail et donc on ne va vraiment pas tarder. Donc vraiment pas tarder, c'est avant la fin de la semaine? C'est possible. Le timing sera défini tout à l'heure, mais on ne va pas tarder. Ouais. Est-ce que vous êtes fixé une échéance? Est-ce qu'il y a un timing? En tout cas, il faut que ce soit avant le 21 juillet, donc il ne faut vraiment pas tarder. Donc avant le 21 juillet, on aura un gouvernement bruxellois? Oui, c'est vraiment ce que je veux. Et si le fédéral n'est pas en mesure de faire un gouvernement fédéral avant le 21 juillet, on ne l'attend pas? Non, on n'attend certainement pas. Au contraire, on aura besoin d'avoir des régions fortes qui portent le pays en attendant la constitution d'un gouvernement fédéral. Est-ce que ça veut dire que ces deux négociations ne sont liées en rien et qu'on n'ira pas vers des coalitions symétriques? Ce n'est pas obligatoire. J'ai toujours dit, ce n'est pas obligatoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la nature du projet pour le bien-être de l'ensemble des habitants de cette région. Marc de Bonte. Oui, dans un premier temps, il a été communiqué que la formation à Bruxelles commencerait lundi.
Pourquoi tout d'un coup un coup d'accélérateur? Pourquoi a-t-il fallu commencer vendredi? Je ne sais pas, mais moi je pense que c'est une bonne idée. Pourquoi? Et c'est une bonne nouvelle, mais parce que je crois que il faut avancer. Je pense qu'il ne faut pas traîner. Je pense que les choses sont assez claires. Je pense que les résultats indiquent un certain nombre d'évolutions par rapport aux différentes formations politiques. Concernant le Parti socialiste, les sondeurs se sont trompés. Je sais que ça a été dit pendant toute la semaine, mais reconnaissons quand même la victoire du Parti socialiste. On est à plus de 26%. Vous pouvez choisir entre... Je pense surtout ce qu'il faut, c'est pouvoir former une équipe autour d'un bon projet. C'est ce que disait Lorette Onkelings tout à l'heure. Il faut absolument un projet qui soit pour nous le plus progressiste possible, mais qui peut répondre aux besoins et aux attentes de la population bruxelloise. Marcel Sel. Oui, mais moi je ne partage pas votre enthousiasme. Plus 0,33%, et sachant que la coalition sortante avec Écolo et CDH, si on prend la coalition, a été ratatinée. Est-ce que quelque part, ce n'est pas un signe qu'il faudrait peut-être... je sais que vous n'allez pas vouloir le faire, mais peut-être passer pendant une législature un peu dans l'opposition ou passer la main à quelqu'un d'autre. Mais provoquant parce qu'il y a, bon, je veux dire, voilà, vous êtes dans la coalition, dans ce que vous avez construit, il y a un désaveu assez clair. Vous avez une manière très particulière d'analyser les chiffres, on a gagné. Oui, 0,33, mais je veux dire, quand on regarde le FDF et le MR ensemble, ils ont quand même la majorité dans l'opposition, c'est plus faire majorité. Est-ce que vous avez gagné ou je sais pas perdu? c'est pas toujours agréable d'entendre ça, mais on est la première formation politique à Bruxelles. Oui, mais on a gagné, vous avez du mal à reconnaître un fait. Première en Flandre, mais elle n'a pas gagné pour autant. C'est un fait. D'autres ont perdu des voix. Mais vous ne pouvez pas dire cela pour le PS. Donc, c'est une manière très particulière de présenter les choses. L'électeur a cautionné la démarche du Parti socialiste dans la majorité de l'Olivier. C'est vrai qu'il y a l'Écolo qui a perdu énormément, le CDH a aussi perdu des voix. Mais au final, c'est quand même des partis politiques qui se présentent à une élection. C'est quand même l'électeur qui décide. Et l'électeur, très clairement, il envoie des messages pour toutes les formations politiques. Dans le cas du PS, on est, et encore, je dirais, pour cette législature, la première formation. Je crois que dans le cas de l'électeur, il a envoyé un message très clair en ce qui concerne l'OMR, qui est le parti qui progresse le plus. OMR, on se sent incontournable? On ne se sent pas incontournable. OMR, on se sent fort parce que nous sommes le parti qui avons le plus progressé. Nous avons des parlementaires supplémentaires dans toutes les assemblées. Et vraiment, pour nous, c'est un succès énorme par rapport aux élections précédentes. Donc nous nous sentons partenaires, nous voulons absolument aider à conclure la constitution de gouvernement à tous les niveaux le plus rapidement possible. C'est le « à tous les niveaux » qui est important dans la phrase que vous venez de prononcer, Jacques Brocchi. Et les mêmes gouvernements, les mêmes couleurs. Oui, parce que je vous dis que je viens de vivre 5 ans avec d'une part une casquette de sénateur et d'autre part une casquette de député régional et de député communautaire. Ce n'est pas toujours évident, tantôt d'être dans la majorité, tantôt d'être dans l'opposition. Alors, on a entendu... C'est plus simple, je crois, si on a des majorités symétriques. On a entendu Lorette Onkelings dire exactement la même chose que ce que vous venez de nous indiquer. Je vous propose d'écouter Didier Gauzoin et vous allez voir qu'il n'est sans doute pas également de votre avis. Le PS, je l'ai toujours dit, a une vision globale de l'avenir de la région. On a bien entendu des points de divergence. J'ai le sentiment que du côté du MR, cette vision globale n'existe toujours pas. Bien sûr qu'il y a des choses intéressantes dans le programme. Ça veut dire que vous pouvez entrer facilement, ou en tout cas après discussion, dans une négociation et dans une majorité avec le PS, et que c'est plus compliqué avec le mouvement réformateur? Mais c'est en tout cas beaucoup plus brouillon au niveau du MR. On ne voit pas très bien les lignes claires de ce qu'ils veulent. C'est un peu, on tire un peu tous azimuts. Ça ne veut pas dire qu'en tirant tous azimuts, tout est mauvais. Il y a des choses qui sont évidemment intéressantes, mais il n'y a pas de ligne claire au niveau du programme du MR. Donc il y a une préférence pour le PS, si je comprends bien, du côté... De toute façon, je n'ai pas à émettre une préférence. Je dis simplement, c'est le Parti socialiste qui aura la main. C'est le Parti socialiste qui va entendre les différents partenaires et c'est le Parti socialiste qui va faire la synthèse. Et je dirais même que c'est le Parti socialiste qui va faire des propositions. Alors Jacques Brocchi, vous allez pouvoir répondre à Didier Gauzoin, mais allez, quand on écoute Lorette Onkelings, quand on écoute Didier Gauzoin, on a le sentiment qu'il y a un axe PS-FDF et que vous n'en faites pas partie quand même, hein? Je ne dirais pas ça, parce que je pense que si on regarde les programmes, il faut quand même écouter ce que les gens disent d'un côté et lire ce qu'ils ont écrit de l'autre. Il y a quand même dans le programme du FDF pas mal de points de convergence avec le programme du MR. Alors ici, M. Gauzoin, il exprime une opinion personnelle. Et j'espère qu'il n'exprime pas l'opinion du parti. En tout cas, il n'est pas le président du parti, que je sache.
Guy Bernard. Ma question était à peu près la même. Est-ce que quand vous entendez effectivement Didier Gauzoin et Mirkir il y a quelques minutes... Et Olivier Minguin a fait des déclarations qu'elle est un peu dans le même sens. Est-ce que vous ne sentez pas, bien que dans la peau des grands vainqueurs à vous entendre, un petit peu exclu? Mais est-ce que en d'autres mots, est-ce que les dés ne sont pas pipés? Est-ce que la donne n'est pas déjà... Et Mirkir disait il y a quelques minutes que les choses sont claires. Est-ce que ça ne veut pas dire que les choses sont peut-être, entre guillemets, partiellement déjà jouées? Je ne participe pas aux négociations. Je suis donc dans l'impossibilité de vous répondre. Je peux simplement écouter, suivre comme vous ce que l'on apprend par la presse et les déclarations des uns et des autres. J'espère que les dés ne sont pas pipés. J'espère que nous restons dans une logique démocratique. J'espère que la voix de l'électeur sera respectée. Karim Fadol. Monsieur Kir, alors votre préférence c'est quoi? C'est le MR ou c'est le FDF? Donc vous voudriez que je forme... Vous êtes socialiste, on vous enferme dans un studio, je sais que je peux faire ça dans ma commune, mais ici c'est Laurette qui a totalement la main et je crois qu'il faut la laisser travailler. Mais vous avez une préférence, non? Mais écoutez, moi je serai prudent, mais je ne peux pas ne pas rejoindre évidemment M. Gauzoin ou M. Minguin. Je pense que au MR, ce qui s'est passé pendant la campagne, c'est qu'on n'a jamais su qui était le futur candidat pour la région. On ne sait pas si c'était l'un ou l'autre. Alors on a même entendu dire parfois que c'était un concours et qu'à la fin, l'un l'emporterait. Et on a eu très souvent sur des dossiers sensibles comme la mobilité ou autre chose, des points de vue quand même assez différents. Mais bon, ça c'était pendant la campagne électorale. Je crois qu'il faut laisser maintenant travailler Madame Ankelings dans la sérénité. Monsieur Brocci, qu'est-ce qui vous fait dire que le MR a plus de points de convergence avec le FDF? C'est parce que vous pensez qu'au sein du FDF, il y a des personnalités, je pense notamment à Bernard Clairfailly, qui souhaitent davantage une alliance avec le MR qu'avec le PS? Non, quelque part, c'est le seul qu'on n'a pas beaucoup entendu, M. Clairfailly, depuis... je veux simplement dire, et j'ai simplement dit qu'il y a des points de convergence dans le programme du FDF avec le programme du MR. Je n'ai pas parlé, évidemment, que de points d'accord ni de divergence, mais il ne faut pas non plus en conclure, sur la base de ce que M. Gauzoin a dit, qu'il n'y a aucun point de convergence entre les deux partis. Il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même été ensemble de nombreuses années. Bien sûr, il y a eu un divorce qui a été un peu douloureux pour certains, mais par contre, je crois qu'il est resté des liens personnels, proches, importants entre certains qui vont peut-être prévaloir demain dans la Constitution. Vous abordez dans mon sens. Nicolas Nézy. Mathématiquement, si c'est PS, FDF et un troisième, c'est pas le MR, c'est le CDH qui... Finalement, c'est quand même bien plutôt maintenu, ou en tout cas éviter la ratatinée ABC. Il a perdu des sièges, ça c'est clair. Mais le plan Wathelet aurait pu faire encore plus mal, à mon avis, sur Bruxelles, non? Et donc, est-ce que le CDH est aussi là un partenaire envisageable? Je pense que tout le monde peut être envisagé. Tout le monde, on peut jouer avec tout le monde. Même avec l'écolo. Écoutez, moi je pense qu'il faut laisser la formatrice faire son travail. Je sais qu'on aimerait bien ici sur ce plateau télé déjà pouvoir annoncer une bonne nouvelle ou une nouvelle. En tout cas, non, mais c'est difficile. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'avoir des convergences. Avec M. Gauzoin, évidemment, l'avantage que nous avons, c'est quelqu'un qui connaît la région. Et quand il dit des choses sur le projet socialiste, il sait de quoi il parle. Et c'est vrai qu'avec lui, il y a tout de suite, évidemment, des convergences qui peuvent exister. Moi, je l'ai côtoyé au Parlement pendant des années. C'est agréable de travailler avec quelqu'un qui connaît les dossiers, qui connaît parfaitement bien la région. Vincent Dewaulf aussi connaît les dossiers. Je pense que Didier Gauzoin a été pendant plusieurs années responsable. Il était au sein du gouvernement. Et c'est vrai que quand il dit qu'il y a des convergences, j'y crois vraiment. Ceci étant, ça n'exclut personne. Je crois qu'il faut maintenant laisser ce travail se faire. Le mot progressiste n'exclut personne non plus. Écoutez, c'est un choix, évidemment. C'est un choix qui est porté par le parti, c'est d'avoir un gouvernement qui soit le plus progressiste possible. Et puis, il y a la réalité des chiffres, et il y a la réalité des partenaires. Ça, c'est le travail qu'il faut laisser faire par Laurette. Alors, on est déjà à la moitié de cette émission. Je vous propose de continuer à avancer dans le déroulé de ce débriefing des élections. On va s'intéresser au parti écolo. Parti écolo qui était membre de l'Olivier dans la coalition sortante, à Bruxelles, également en Wallonie, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et parti écolo qui semble être le grand perdant de l'élection. C'est un reportage réalisé lundi par Carmen Coulon. Nous le reconnaissons lucidement en ce qui nous concerne, notre score global n'est pas à la hauteur de nos espoirs. Et c'est une claque que prend Écolo en Wallonie et à Bruxelles. Les Verts subissent une déroute avec 8,9% des voix à la région bruxelloise et 10,4% à la Chambre. Le coprésident Olivier Deleuze essaie tant bien que mal de relativiser.
Perdre la moitié de ses sièges, c'est énorme. Évidemment, vous pouvez... En 2009, on avait fait un score extraordinaire au régional. On avait 18, 19, 20%. Donc on ne pensait pas qu'on ferait un score pareil. La déception est grande et chacun tente d'apporter une explication à la défaite. Écolo, un parti qui aurait eu du mal à se faire entendre. On n'a pas assez entendu Écolo sur les bonnes choses qui ont été réalisées au niveau des gouvernements et que nous verrons sont des avancées sur vraiment ce qui fait qu'on va s'adapter à cette société de demain. Autre explication, des électeurs écolos auraient peut-être été séduits par d'autres partis. L'électeur dans une phase socio-économique difficile. Pour certains, l'année où il y a eu le traité, à un moment où il y a eu aussi au niveau fédéral la chasse aux chômeurs, il pénalise très clairement des partis qui ont mis les mains dans le cambouis. Les écologistes vont devoir analyser leur perte de vitesse. Pour eux, 5 ans plus tard, la situation a vraiment changé. On a une vision, on a une éthique. C'est là-dessus que nous avons fait campagne. On a trompé aucun électeur pendant cette campagne. On a eu une campagne d'authenticité et de vérité. Peut-être qu'on aurait pu faire autrement et pour essayer d'avoir une voix ou l'autre en plus, mais c'est pas dans notre identité de fonctionner comme ça. Au vu des résultats, Écolo va entrer dans une période de réflexion. Le levier est fort fragilisé et donc très risqué. Nicolas Nézy, est-ce qu'on peut dire que Écolo, ce sont les perdants et que les voir dans un gouvernement semble difficilement envisageable à court terme? Même en interne, c'est mis en doute et certains ne voudraient pas. On a entendu Marcel Cheron dire ça, même Jackie Moral hier matin dans Le Soir. On sent vraiment que ça pose des questions en interne. C'est le résultat d'une mauvaise campagne. Christos Zoulkeridis dit authenticité, vérité, c'est un beau slogan, mais on sait que le jeu politique est beaucoup plus subtil et beaucoup plus malin au sens mauvais du terme parfois. Et puis aussi, moi j'ai compris un petit peu que c'était vraiment fini pour Écolo quand la semaine juste avant les élections, Olivier Deleuze mise surtout sur le résultat de Groen de l'autre côté. Ça veut dire qu'on n'y croit plus vraiment de son côté en tout cas. Et puis surtout pendant la campagne, c'est qu'on a surtout entendu Écolo sur le dossier des avions et pas sur tous les autres dossiers qui intéressent directement les Bruxellois. Écolo se positionne à gauche et on a très peu entendu Écolo sur des dossiers qui touchent le quotidien des Bruxellois, l'emploi, l'économie, le chômage, problème de mobilité aussi sur Bruxelles, très peu. On les a beaucoup entendus sur les avions et ça je pense qu'ils pensaient pouvoir miser là-dessus pour pouvoir récupérer un certain nombre de voix. Ça n'a pas du tout été le cas, ça a été une débandade. Je crois qu'en dehors du volet de la campagne pure, il ne faut quand même pas perdre de vue que les écolos ont fait partie de l'Olivier et que le bilan, il y a eu de grosses j'allais dire casseroles en termes de dossiers 4G, etc., qui ont un tas de dossiers qui ont sans doute qui ont pesé sur le score. Oui, mais moi je cible ma question sera pour après. Pardon. Ah, il y a une question. Excusez-moi. Il y avait une question, c'était l'idée de savoir si effectivement un parti, quand bien même il a conservé, je crois qu'on est à 8 sièges, qui avoue sa défaite, chose assez rare que pourrait souligner, si effectivement un parti dans cette optique-là pourrait malgré tout monter au gouvernement. Est-ce que ça reste un partenaire désirable? Est-ce que ça reste un partenaire désirable, effectivement? Je pense que si déjà au sein d'Écolo, certains souhaitent avoir une cure d'opposition pour se refaire et se repositionner, il faut laisser Écolo évidemment se positionner. Vous voyez, vous dites des choses. Bien sûr, très clairement. On peut donc barrer un parti dans les hypothèses de coalition. Je pense que si Écolo lui-même, je pense qu'il faut aussi entendre le message de l'électeur, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter avec tout le monde. Moi, je voudrais dire qu'on a fait du bon boulot avec Écolo dans le gouvernement, notamment avec l'Alliance Environnement-Emploi. Il y a peut-être des dossiers sur lesquels on n'était peut-être pas toujours d'accord. Je pense notamment au logement où j'ai... Il y a eu quelques frictions avec les écolos au sein du gouvernement. Il y a eu aussi des dossiers sur lesquels ça n'était pas facile, mais bon, c'est l'électeur à la fin qui décide. Alors, autre conséquence de ces élections, il y a quelques nouveaux élus et il y a aussi quelques élus qu'on ne verra plus, ou en tout cas qu'on ne verra moins souvent, et en tout cas plus au Parlement bruxellois. Petit tour de ceux qui ne siégeront plus avec Marine Hubert. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ce sont les derniers moments de Françoise Dupuy dans son bureau de présidente du Parlement bruxellois. Malgré la victoire de son parti, la socialiste ne fera pas partie de la nouvelle Assemblée. Je savais bien qu'en étant 72e sur cette liste, en ayant été président du Parlement pendant 5 ans, ce qui n'est pas une fonction de contact ou d'engagement même permis, donc on a beaucoup travaillé ici, c'est pas ça,
Et avec une campagne très courte, les conditions étaient difficiles, donc ça c'est clair. Je suis un peu étonnée du résultat. Enfin, c'est un peu un crash, quoi, hein, moi je le reconnais. Face à la défaite des colos, Marine Agy estime qu'une remise en question est nécessaire. Quant à son avenir, elle se dit étrangement sereine. Je me sens dans une très grande liberté, voilà, une très très grande liberté. Je voudrais maintenant valoriser la connaissance que j'ai de Bruxelles, de la politique de ville, de l'urbanisme, mais je n'ai pas encore de projet concret. Je reste évidemment conseillère communale, chef de groupe au conseil communal de la ville de Bruxelles pour Écolo et Kroon. Entré en politique en 2009 sous les couleurs du CDH, l'ancien journaliste sportif Pierre Miguichat accuse le coup et s'interroge sur son avenir professionnel. Je n'ai pas encore de projet clair. Revenir au journalisme ? C'est une possibilité, mais ça signifiera à ce moment-là quitter totalement la politique. Or, je suis encore conseiller communal à Anderlecht. Maintenant, c'est vrai que si mes anciens patrons d'RTL m'appellent, il est possible que voilà, je réponde positivement, mais ça m'étonnerait quand même. Daniel Caron, Béatrice Fretter, Ahmed Moussine, Georges Verzin, Nathalie Gilson, Geoffroy Koumans de Brachen, Emmanuel de Roubaix. Voilà quelques-uns des autres députés sortants qui ne prendront pas place dans l'hémicycle le 10 juin prochain, lorsque le nouveau Parlement sera installé. Voilà, le président Emmanuel Roubaix n'était pas député régional. Karim Fadoul. Oui, effectivement, dans un reportage, on cite deux noms, Marine Agy et Ahmed Moussine, puis rappeler que ce sont quand même des parlementaires qui travaillent, qui ont bien travaillé au cours de ces différentes législatures et qui ont apporté, je pense, un plus. Même en étant au sein de la majorité, je pense qu'ils ont apporté un plus dans le débat démocratique. Et je pense que ça va être effectivement regrettable de ne pas pouvoir les revoir, parce qu'ils travaillaient très bien, je trouve. C'est important de le dire aussi. Oui, moi je me demande si quelque part le remplacement plus régulier de l'ensemble des politiciens, parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui sont là depuis 15-20 ans, qu'on revoit un peu partout, si quelque part il ne faudrait pas instaurer une limite, peut-être même par vous-même, de dire, ben voilà, ça fait 10 ans que je le fais, maintenant pendant 5 ans je retourne à la vie purement civile, retrouver les problèmes des gens, comme dirait une certaine politicienne. Voilà, je me demande si cette réflexion... obligatoire. Voilà. Qu'en pense Jacques Broxy et Emir Kier? Je pense que le contact avec la vie civile est très important. En tout cas, c'est ce que moi je fais, c'est ce que j'ai fait, toujours fait. Et d'ailleurs, je suis quelqu'un qui a fait carrière dans la vie civile avant d'entrer en politique. Et je n'ai pas perdu le contact avec la vie civile, avec mon métier de neurochirurgien. Donc c'est vrai, mais il faut quand même être conscient qu'au bout de 10 ans, on dirait à quelqu'un, maintenant vous arrêtez pendant 5 ans, vous retournez à votre boulot et vous revenez dans 5 ans, facile à dire, difficile à faire. Bon, mais d'un autre côté, il faudrait peut-être, si on faisait cela, il faudrait le prévoir évidemment longtemps à l'avance et il faudrait que chacun puisse s'organiser en conséquence de cause, et pas à la dernière minute. Ça ajouterait de l'insécurité à la carrière des élus ? Je ne crois pas. Je ne crois pas, mais je pense aussi qu'il est quand même important pour la stabilité intellectuelle de chacun de savoir aussi qu'il y a moyen qu'on a un plan de carrière. Un plan de carrière, c'est-à-dire si on n'est pas élu, mais de toute façon, si on se présente aux élections, on n'est jamais sûr d'être élu. Donc il faut toujours avoir une autre porte de sortie au cas où on ne serait pas élu, c'est évident. Émir Kier, des interruptions de carrière obligatoires, comme le suggère Marcel Sel? C'est pas du tout le point de vue de notre parti. Je sais qu'à Écolo, on est venu avec des limites et puis on a vu que les limites étaient dérogées par ceux qui les avaient mis en œuvre. Moi, je crois qu'il faut surtout avoir des gens qui ont le lien avec le terrain et qui savent faire ce travail de pont avec les parlements, avec les gouvernements. Et ça, il n'y a rien à faire. Il y a une professionnalisation qui doit se faire sur le tas. Et je crois que les gens, au plus ils mûrissent, au plus ils ont des mandats, ils peuvent apporter encore plus. Ça se voit dans notre pays. Il y en a même qui s'accrochent à leur mandat ad vitam aeternam. C'est quand même... Mais d'ailleurs, on les voit tomber de haut quand ils ne sont plus élus. Et puis la professionnalisation, c'est aussi au détriment de la représentativité de quelqu'un, enfin du public. Oui, mais vous avez vu le nombre de parlementaires qui quittent, le nombre qui arrive, parce qu'on a fait un sujet sur les partants. On a vu les partants, il y a les arrivants aussi. Il y a quelques surprises dans ces arrivants. Il y a sur votre liste des députés qui étaient vraiment au milieu de liste, qui sont surprenants. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un stem block, un vote de communauté groupée? Non, sinon tous ceux qui porteraient la même origine feraient le même nombre de suffrages.
Je crois que les gens, en général, quand ils votent suivant un certain nombre de critères. Mais ceux qui émergent, ce sont des gens qui ont quand même le soutien et la confiance des différentes populations. Je voudrais quand même tirer mon coup de chapeau à 2 jeunes candidats qui aujourd'hui se retrouvent tous les 2 au Parlement. L'un au Parlement régional, c'est Hassan Koyunjo, qui était jeune conseiller communal à Schaerbeek, qui fait un très beau score. Et puis nous avons une autre image qui est aussi extraordinaire, c'est Nawal Benamou, qui monte au Parlement fédéral. C'est le 5e siège que nous gagnons lors de cette élection. Je trouve ça un très beau renouvellement. Nawal a en plus de ça des origines à la fois turques et à la fois marocaines. C'est vraiment un beau brassage. Et je voudrais aussi dire que sur la même liste au Parlement régional, nous avons Simone Suskin qui monte aussi au Parlement. Et elle aussi vient d'une autre communauté, la communauté juive. Je trouve ça très chouette d'avoir vraiment une représentation qui est un peu à l'image de la diversité de Bruxelles. Oui. Guy Bernard. Sur les 89 députés, il y a 26, il y aura le 10 juin, lorsqu'ils prêteront serment 26 nouvelles têtes. Vous estimez que c'est une bonne proportion, ça fait un tiers de nouveaux? Mais je n'aime pas cette idée qu'il faut absolument qu'il y ait des quotas ou un pourcentage, mais en tout cas, on peut dire aujourd'hui que le Parlement régional et même le Parlement national est de plus en plus le reflet de la population, et je pense que c'est vraiment la fierté de la Belgique. À ce sujet, ce que je voudrais dire, c'est qu'il me paraît essentiel que chaque nouvelle tête, chaque nouvelle personne puisse avoir la possibilité d'exercer les talents qui ont été les siens dans la vie qu'elle exerçait avant d'entrer en politique. Et à ce moment-là, je n'ai aucun problème avec le renouvellement, que du contraire. C'est même une bonne chose plutôt que d'avoir une situation figée. Mais il faut évidemment que les gens ne deviennent pas des experts en tout. Il ne faut pas les envoyer au combat sur des sujets qu'ils ne connaissent pas, qu'ils découvrent pour la première fois. Et je crois que les partis doivent essayer d'exploiter justement le curriculum de chacun et de chacune, et en particulier des nouvelles et des nouveaux élus. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un petit moment sur ce qui a été un peu le feuilleton quand même de ces élections. Le dépouillement n'a pas été aussi simple que d'habitude. Il y a eu un petit bug, il y a eu des contestations et il y a eu des résultats validés tardivement. C'est le décompte des voix de préférence qui posait problème, notamment à Schaerbeek, comme nous l'expliquent Sabine Rigelheim et Yannick van Gansbeek. Derrière ces portes, le bureau du canton de Schaerbeek. C'est là que la présidente et ses assesseurs se sont enfermés pendant plusieurs heures mardi soir pour finalement conclure qu'ils ne pouvaient pas valider le scrutin. La juge de paix qui préside le bureau, donc totalement indépendant du pouvoir communal et administratif, est outrée de ce qu'elle n'ait pas pu procéder elle-même aux opérations de dépouillement, que les données informatiques aient été captées par le ministère de l'Intérieur, qui a produit lui-même les résultats en dehors de tout contrôle par le bureau électoral. Et donc il y a un vrai bug démocratique. À l'origine du bug informatique, des erreurs qui se sont produites lorsque des électeurs ont voulu modifier leur vote. Cela concerne 2000 bulletins qui n'ont donc pas été correctement enregistrés. Tous les regards se portent désormais vers le bureau principal au palais de justice. Il doit procéder, après avoir reçu l'entièreté des procès-verbaux des bureaux des 8 cantons, à la validation ou non de toute la procédure. Nous allons aussi, en tant que bureau, recevoir l'explication concrète des raisons pour lesquelles il y a eu ces difficultés et nous ferons une appréciation comme il se doit. En cas d'invalidation de l'élection, la mise en place du Parlement régional serait suspendue. Et c'est tout le processus des élections à Bruxelles qui risquerait d'être mis à mal. Le bureau principal doit se prononcer dans la soirée. Voilà, un reportage qui a été réalisé, c'était mardi si je ne me trompe pas. Depuis, on sait que le bureau principal a finalement validé l'élection. Est-ce qu'on a raison de parler d'un bug démocratique, Nicolas Nézy ? Oui, puisque la principale victime, on va dire, de ce bug, c'est la confiance du citoyen en une démocratie qui est déjà entachée par des problèmes de confiance dans le climat actuel. Alors comment maintenant regagner la confiance avec ce système démocratique informatique qui a prouvé ses faiblesses, notamment par la vétusté du matériel? C'est la question que je pose. Karim Fadol. Oui, en plus on a l'habitude d'envoyer des experts et des observateurs à l'autre bout du monde pour pouvoir contrôler, pour pouvoir observer des scrutins dans d'autres régions du monde. Et chez nous, on n'est pas capable d'organiser un scrutin avec une fiabilité à 100%. Et puis, dernière chose, les 3 premiers Schaerbeekois, candidats Schaerbeekois, qui souhaitent introduire une action, c'est quand même Alice Cockten, Saïd Kessé, ces deux figures-là. Georges Verzin, mais ces deux figures-là, il faut quand même savoir qu'elles se sont présentées à de nombreuses reprises au régional, elles n'ont jamais été élues. Mais la déception est immense cette fois-ci. Et très frustrante, surtout quand vous avez Alice Cockten qui rate le siège pour 10 voix, donc ils vont aller au bout des choses. Et puis Georges Verzin aussi, c'était sa porte de sortie. Il faut savoir qu'en 2012, lors des élections communales, le MR lui a fait confiance pour
pour porter la liste. Et puis certainement qu'on lui avait promis quelque chose en 2014, et puis il passe aussi à côté de donc il y a la frustration dans l'air. La poule aux œufs d'or. Marcel Sel, est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'on n'a pas investi dans ce matériel? On parle d'ordinateurs qui datent de 94. Avec des disquettes. Non, ça c'est clair. Non, ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'il faut... C'est peut-être le rôle aussi des journalistes de relativiser. On parle de 2000 votes sur l'ensemble de la Belgique, si j'ai bien compris. Non, 2000 votes à Bruxelles, mais sur plusieurs élections. Sur la région, l'Europe. Donc à un moment donné, il faut pouvoir dire, écoutez les gars, c'est perdu, on ne va pas les remplacer, on a fait le bug, on passe à autre chose, et les contestations... C'est peut-être une chance que ce soit que 2000 votes. Alors. Oui, bien sûr. Mais non, mais attends. Parce que finalement, les états-majors de parti ne vont pas calmer un peu ces candidats-là pour leur dire, écoutez, on est en train de négocier d'un côté, et vous êtes là en train de mener des campagnes individuelles. Je ne suis pas du tout sur le même point de vue que Marcel. Aujourd'hui, en termes de confiance, qui peut encore avoir confiance dans le vote? Qui peut encore avoir confiance dans le contrôle du vote, du dépouillement? Je pense que la question est posée. Et moi, à titre personnel, et je trouve que c'est dommage que la presse en règle générale ne se pose pas la question, moi aujourd'hui, je pose la question de la confiance. Je n'ai pas la réponse, mais je trouve que la confiance est rompue et qu'il faudrait envisager de pouvoir voter rapidement. Non, mais ça, je suis d'accord, mais il ne faut pas la rompre plus en donnant l'impression qu'il y a réellement des magouilles et des choses comme ça. On n'a pas su contrôler correctement. Il faut pouvoir voter, il faut pouvoir poser la question, et je ne l'ai pas encore entendu aujourd'hui dans la presse. Oui, et donc, alors, peut-être pour recadrer le débat, visiblement, les 2000 voix ne pèseraient pas sur la dévolution des sièges entre les différents partis, mais ça peut évidemment jouer sur l'attribution d'un siège à l'un ou l'autre candidat. Donc c'est sur les voix personnelles qu'il y a un problème. Par extension, peut-être un siège. Je ne pense pas qu'il sera nécessairement du même avis. Moi, je voudrais quand même... On pourrait répartir les 2000... L'idée de la suspicion me gêne quand même fortement. On parle d'un système informatique, on parle d'un logiciel. On n'a pas été capable d'avoir un logiciel à jour. Si demain votre ordinateur éclate, vous en rachetez un. Vous n'allez pas repasser au support papier. Donc c'est une hérésie que de venir prétendre qu'on va revenir au support papier. Mais oui, bien sûr. Je pense que c'est tout à fait absurde. Mais il faut impérativement qu'on en tire les leçons pour avoir... Et qu'on passe dans 5 ans, si on ne vote pas qui est en place, à Saint-Gilles, à Woluwe, avec ce ticket qui sort et qui vous permet de vérifier. On ne peut pas une seconde imaginer qu'on ne soit pas même d'avoir un système performant. Ça, c'est de la vaste blague. Alors, on va poser la question à Jacques Brocci et à Émir Kir. Est-ce que vous avez encore confiance dans les machines à voter, ou est-ce qu'on doit revenir au bon vieux dépouillement papier? Moi, je crois que si on a un matériel moderne, il n'y a aucune raison de ne pas lui faire confiance. Si on a un matériel obsolète, évidemment, on court des risques. Et je voudrais demander autour de la table à tous ceux qui sont ici, lequel utilise encore l'ordinateur qu'il utilisait en 1994. Personne. Machine à personne. C'est pas pareil. Bon. On n'avait peut-être même pas tous des ordinateurs. Ce qui est peut-être très gênant. J'ai encore un Commodore 64 chez moi, mais je l'utilise. Émir Kir. Je crois que le vote électronique est sur la sellette d'abord. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une méfiance réelle au sein de la population parce qu'on a attendu 48 heures avant de donner les résultats. Moi, je regrette aussi l'absence de communication du SPF intérieur. Il y a des moments, je suis aussi bourgmestre dans ma commune, on n'avait rien comme information, donc on l'attendait. Et je crois que la plupart des élus, leurs collaborateurs, leurs proches, pendant toute la nuit, on attendait que les résultats tombent et on n'a jamais eu une information correctement donnée. C'est aussi un regret et je pense que c'est dommage. C'est aussi ça qui ajoute un peu à tout ça. Et puis par rapport au cas particulier là-bas, je voudrais dire que mes pensées vont évidemment pour Alice Cocktail parce que, vous savez, 2000 votes en préférence, il y avait peut-être un jeu qui aurait pu être possible et donc c'est humainement quelque chose vraiment d'insupportable. Maintenant, il a la possibilité évidemment d'introduire des recours avec d'autres. Je trouve que c'est fort regrettable parce que finalement, voilà, c'est quelque chose qui manquera à jamais pour ces élections du 25 mai. Guy Bernard, une dernière réaction. Ce qui est évidemment inadmissible, me semble-t-il, l'absence de communication par rapport à des errements inqualifiables. On parle d'informatique, on doit être à même d'avoir des logiciels de pointe chez nous. Je me demande dans quelle mesure la suspicion n'est pas d'autant plus conséquente que très vite, à ma grande stupeur, les 4 présidents
des partis traditionnels sont sortis en disant vote électronique, poubelle, on revient à du papier. Ça, je pense que c'est ce qui a jeté de la suspicion, alors que c'est une hérésie absolue. On ne va pas revenir, me semble-t-il, alors, voilà. à du papier. Guy Bernard pronostique le maintien des machines à voter. On se retrouvera dans 5 ans pour voir s'il a raison. Je voudrais qu'on aborde un autre sujet qui n'est plus les élections, mais qui est un sujet grave, qui nous ramène à samedi dernier. C'est la fusillade au musée juif de la rue des Minimes. Voici un point sur l'enquête qui a été fait en milieu de semaine par Arnaud Gabriel. Il y avait du monde, énormément de monde en fin de matinée lors de la conférence de presse du parquet de Bruxelles. Une quinzaine de caméras et une trentaine de journalistes. La presse étrangère était également présente. 48 heures après la fusillade, le suspect court toujours. Des images des caméras de surveillance du musée ont été diffusées, mais aucune arrestation n'a encore été effectuée. Le parquet de Bruxelles a également commenté les images issues des caméras de surveillance, des images qui démontrent le sang-froid et la détermination de l'individu. Sans entrer dans les détails sur les éléments de l'instruction, l'analyse des images caméra a démontré que nous avons affaire à un individu qui agit de sang-froid et qui est bien déterminé dans ses actes. En ce qui concerne la 4e victime de la fusillade, elle serait, selon les dernières informations du parquet de Bruxelles, toujours en vie, mais dans un état critique. Cette personne est toujours en vie, mais en état très critique. Ce sont les informations tout récentes. Et je ne comprends pas comment c'est possible que des informations contraires circulent dans certains journaux. Selon plusieurs journaux ce matin, le suspect portait une caméra à hauteur de la poitrine lors de son attaque. La porte-parole du parquet n'a pas voulu confirmer ou démentir cette information. Si cette personne porte une caméra sur lui, nous n'avons pas en parlé. Je n'affirme pas et je ne dis pas non plus que ce n'est pas le cas. Mais le fait que nous n'en communiquons pas et que nous n'avons pas en parlé pendant la diffusion de ces images, ça a son intérêt pour l'instruction. Et écrire ou dire que cette personne porte peut-être une caméra sur lui, ce sont des analyses propres à vous, les analyses qu'on a demandé de ne pas faire. La police a déjà reçu des témoignages suite à la diffusion des images du suspect. Il faut maintenant les analyser et déterminer leur pertinence. Alors Karim Fadoul, c'est un reportage, je pense qu'on a diffusé lundi ou mardi. On pourrait presque rediffuser le même ce week-end. À notre connaissance, l'enquête n'a pas progressé. En tout cas, la police et le parquet n'ont pas communiqué d'avancée notable. Exactement, mais il faut quand même souligner qu'on sent que la justice, qu'il y a une pression maximale sur les services de police et les services de justice pour pouvoir aller très vite, pour pouvoir arrêter cette personne qui court toujours. En tout état de cause, il y a 4 hypothèses. Moi, j'en vois pas 150 000. Il y a soit la piste radicale religieuse islamiste, soit c'est l'extrême droite, soit c'est un déséquilibré, soit, comme on a pu le lire dans la presse israélienne, c'est un règlement de compte puisque 2 des victimes auraient fait partie. Oui, c'est une rumeur. Aurait fait partie des services secrets israéliens. Donc, bien évidemment, la justice prend ces 4 hypothèses en considération et va analyser. Peut-être, dernière petite chose, c'est que l'événement est évidemment dramatique, regrettable. Ça permet de mettre la lumière sur des faits d'antisémitisme qui se passent dans notre ville, à Bruxelles, parce qu'il est évidemment parfois très difficile pour certains juifs de pouvoir se promener à Bruxelles avec une kippa sur la tête, mais on se rend compte aussi que cet événement-là a quelque part permis de lâcher les vannes sur toute une série de propos islamophobes qu'on a vus sur la toile et sur les réseaux sociaux. Donc je dis attention, on bascule d'une sphère à une autre, alors que le combat contre l'antisémitisme et l'islamophobie doit être total sur Bruxelles en tous les cas. Marcel Sel. Oui, justement, à ce propos, parce que directement, sachant que, soyons scientifiques, il y a 4 hypothèses, chacune 25%, donc on a 75% de chance, 75% de chance que c'est de l'antisémitisme sanguinaire volontaire. Mais il reste une autre piste potentielle qui n'est pas niée. En imaginant qu'il y a déjà eu des cas où on a crié très très vite à l'antisémitisme et puis c'est avéré que ce n'était pas le cas, ce qui, à mon avis, à terme, finit par galvauder le mot. Le mot perd et or, on a vraiment besoin qu'il reste précieux. Parce que tu as 4 victimes, dont 2, on va dire 2 qui sont au moins innocentes. Totalement innocentes. Non, mais elles sont toutes les 4 innocentes. Donc, voilà. Le meurtre est interdit qui que ce soit. Mais est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose de fondamental? C'est de dire, quand ça arrive dans notre pays, après, je vais prendre les enfants, il y a des enfants qui vont dans des écoles juives et qui ne peuvent plus aller normalement à l'école. Il y a des gardes devant la porte, ils sont armés, il y a cette peur. Et est-ce qu'on ne doit pas plutôt parler de ça avant d'attaquer les antisémites qu'il faut attaquer en permanence et pas juste sur un événement, parler du fait que effectivement la communauté juive n'est pas égale aux autres dans notre pays.
tout comme d'autres communautés. Mais alors, voilà. on va peut-être juste voir, pendant qu'on continue de parler des images, notamment de François Hollande, qui est venu se rendre hommage au musée juif, se recueillir quelques instants. Ça provoque quand même un peu une onde de choc au niveau international. Il y a une des victimes d'ailleurs qui est de nationalité française. Je vais peut-être me tourner vers Jacques Brocchi et vers Émir Kir. Est-ce que vous avez le sentiment que ce fait divers illustre une resurgence ou une montée de l'antisémitisme à Bruxelles? En ce qui me concerne, je réponds franchement oui, car je le dénonce depuis longtemps. Il y a de nombreux faits qui se sont accumulés ces dernières années, ces derniers mois, mais pas seulement à Bruxelles, pas seulement en Belgique, mais en Europe occidentale, dans divers pays. Je rappelle qu'en Hongrie, le parti Jobbik a réclamé l'instauration de la liste des Juifs, comme les nazis. Donc, ce que je dis est très clair pour ne pas justement cibler une communauté plutôt qu'une autre. Je parle de la montée de l'antisémitisme, il est là. Je rappelle qu'il y a 3 semaines, on a failli avoir un événement avec Laurent Louis et Dieudonné ici à Bruxelles et que c'est de justesse que ça n'a pas pu avoir lieu. Et donc il y a aussi une littérature antisémite qui circule, qui est vendue dans certaines librairies, une littérature qui est interdite dans certains pays, mais qu'on autorise chez nous. On ne devrait pas. Je crois qu'il est temps de reprendre les choses en main, de permettre à chacun de respecter les autres. Nous avons tous nos opinions, nous avons chacun notre religion, et nous avons le droit et la liberté de pouvoir l'exercer comme nous l'entendons, et de respecter aussi nos origines familiales. Mais nous sommes belges, et nous sommes en Belgique, nous devons respecter la constitution belge, les lois du peuple belge, c'est la première condition, mais je pense qu'on doit aussi nous permettre de garder ce sentiment culturel, historique de nos origines personnelles. Donc pour moi, c'est clairement antisémite. Je voudrais aussi ajouter que ce qu'on a dit au sujet des 2 personnes qui auraient travaillé pour les services secrets, c'est... Bon, j'ai vu beaucoup de choses à ce sujet. Je ne sais pas si elles ont travaillé ou pas. Mais si on avait voulu les abattre, j'ai vu aussi que, 1, leur visite au musée n'était pas prévue dans le programme. Et 2, on aurait pu les abattre tranquillement ailleurs à un autre moment. Donc pour moi, c'est clairement un attentat antisémite puisqu'il se passe au musée juif, clair et net. Les origines, la cause, le tueur, il est professionnel. On l'a dit, on l'a vu. Vous savez, quand quelqu'un remet son arme tranquillement dans son sac et repart sans courir, c'est qu'il est entraîné. Il a été entraîné à tuer. D'où vient-il? Qui est-il? Je n'en sais rien. J'espère que la justice le trouvera. Émir Kir. Écoutez, je pense tout d'abord qu'il faut apporter évidemment son soutien à la communauté juive de Belgique. Ce qui s'est passé est grave et sans précédent. Jamais on a eu pareille histoire dans notre pays. Attendons l'enquête, évidemment, qui déterminera les responsabilités, les auteurs. Mais en attendant, il y a une communauté aujourd'hui dans notre pays qui est en difficulté, qui se sent mal. Et je crois que nous devons tous lui apporter notre soutien. C'est ce que je pense tout le monde a fait pendant cette période. C'est arrivé à un moment particulier aussi, mais qu'importe le moment, je crois qu'on ne peut pas permettre que des actes aussi ignobles puissent avoir lieu sans les condamner. Et je crois qu'il faut, et je rejoins là les personnes qui sont autour de la table, il faut faire de la pédagogie. Je crois que ce qui se passe ailleurs, mais on est en Belgique ici. Chacun peut porter des origines, avoir des orientations culturelles, mais il faut respecter chacun dans leurs différences. Et ce travail, c'est le travail qui concerne vraiment tout le monde. Alors, on va s'arrêter là pour cette semaine. On va faire un petit peu la revue des choix, des unes. Personne n'a amené de journal cette semaine. On est fatigué de lire des journaux, je ne sais pas. Nicolas Nézy, on va commencer par vous. Vous vouliez nous parler théâtre. Et oui, la bourse est investie par un grand spectacle d'Antonio Araujo, metteur en scène brésilien. Ça s'appelle « Dire ce qu'on ne pense pas dans les langues qu'on ne parle pas ». Un spectacle déjà à la technique formidable pour habiter la bourse au niveau des lumières, du son, etc. Et qui parle un peu des rumeurs de la ville, de l'immigration, de la mixité dans la ville et des problèmes qui se posent au lendemain des élections, c'est encore important. Et je voudrais dire aussi ce qui m'a étonné, c'est une réaction notamment de l'échevine Marion Le Maire de Bruxelles, qui s'est dit, mais pourquoi est-ce que c'est pas une mise en scène douteuse d'avoir mis des faux SDF sur les marches de la bourse, puisque le spectacle commence sur le parvis de la bourse. Mais je trouve ça un peu dommage de se plaindre de la présence de faux SDF et pas de vrais SDF. Et donc c'est à voir à la bourse pendant une semaine. Hein, c'est jusqu'au 7 juin. Voilà. Alors, un livre choisi par Guy Bernard. C'est l'opus numéro 2 de Bruxelles disparu, le numéro 2 et dernier en principe. C'est signé Marc Mégan, et donc c'est un flashback sur le Bruxelles du 19e, du début 20e, avec un tas de photos rarement, si pas jamais vues.
et un autre livre choisi par Marcel Sell. Oui, c'est Corentin de Sales qui a fait un ensemble de synthèse de livres sur le libéralisme. Donc là, on est dans la philosophie politique. On est dans la philosophie politique. C'est pas du tout mon opinion, mais c'est extrêmement intéressant. C'est tout le libéralisme synthétisé en 3 volumes. Et c'est bien fait, même si on n'est pas d'accord à chaque page. Voilà, et Marc Debonne, vous voulez rajouter un petit mot? Oui, un coup de cœur pour les supporters de l'Union Saint-Gilloise qui se sont déplacés quand même à 800 pour aller à Esden, c'est un record et ça mérite quand même. C'est un coup de cœur ou un coup de blues? Un coup de cœur, un coup de cœur. Sans doute le club bruxellois qui a le plus de supporters bruxellois. Allez, merci à tous d'avoir participé aux experts. La suite de votre samedi après-midi sur Télé Bruxelles, ce sera notamment votre rendez-vous avec After et tous les bons plans pour découvrir des endroits insolites dans Bruxelles. Merci à tous de nous avoir suivis. On revient la semaine prochaine. Bonne fin de week-end. Merci beaucoup.